Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du kiosque en cette semaine où il fait très chaud à la Martinique. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir Daniel. Bonsoir Mano, Ça c'est va vrai bien? qu'il fait Ah chaud. là là, On est vraiment en carême maintenant. on est vraiment carré maintenant. Daniel Compéen, donc rédacteur en chef du Progressiste, que nous allons voir à l'antenne dans quelques instants. Et c'est vrai qu'il fait extrêmement chaud. Ah oui. Peut-être qu'un de ces jours, il y aura un journal dédié qui parlera des différentes étapes du carême avec les saisons les plus chaudes, parce que c'est vraiment incroyable. Et Bonsoir, les saisons et puis les tenues vestimentaires liées au... Lié aux saisons, effectivement. Bonsoir Eddy, donc patron de presse. Bonsoir, tu nous Mano. promets la semaine prochaine le nouvel le historien. nouvel Historia. Donc on va pas déflorer le sujet ce soir peut-être. Avec quelques sujets un peu Brûlants. sympas. Si vous voulez, Brûlants, on peut, oui. on peut en Ouais. parler. Ouais, alors On a 3 dossiers qui sont assez explosifs. On a le premier dossier qui concerne tout ce qui touche au temple solaire. Donc l'ordre du temple solaire qui a défrayé la chronique en Martinique dans les années... Ça a commencé en 84, Ouais. ça s'est achevé en 94. Au total, dans le monde, 74 morts. Suicide collectif, meurtre, etc. Dont deux Martiniquaises. Un médecin anesthésiste et sa petite fille de 10 ans, tués en Suisse. Donc un carnage absolu, à la fois sur le plan humain et puis sur le plan financier. Parce que c'est une secte qui a pillé la Martinique, hein, des millions de francs de l'époque. Donc ça correspond malgré tout à des sommes considérables. Le deuxième sujet, ça concerne le crash de 62. Donc là aussi, 22 juin 62. voilà, là aussi une histoire assez horrible. Donc d'un crash dont on a soupçonné très longtemps qu'il pouvait être une espèce d'attentat. Donc nous, on creuse, puisque la commission d'histoire, la commission Benjamin Stora. de Stora, qui a été nommée par l'État français pour chercher la vérité, n'a finalement pas trouvé d'éléments qui puissent attester que ce ne soit pas un attentat. Donc les questions sont encore posées, bien qu'il y ait de fortes chances que ça ne soit pas ça, mais il y a encore beaucoup de points qui sont à éclaircir. Puis on a un troisième gros dossier qui concerne les émeutes de Guyane, donc c'est en pleine actualité. Ah oui. Les émeutes de Guyane de 1928, Oui. au cours desquelles il y a eu six personnes qui sont essentiellement des Martiniquais qui ont été assassinées, tout simplement parce que ces gens étaient favorables aux maires et aux députés qui avaient triché avec des fraudes électorales massives contre le fameux Jean Galmo. Jean Galmo qui était le papa Galmo de la Guyane de l'époque, qui défendait les Guyanais, qui défendait l'honnêteté et qui luttait contre la misère et la pauvreté. Et lui-même a été assassiné. Il a été assassiné avec de l'arsenic. On lui a fait boire de l'arsenic. Et puis... tout ça, ça a réveillé des émeutes. Hein. Alors c'est très cocasse parce que ça rappelle un petit peu ce qui se passe en ce moment. en ce moment en Guyane. Parce que ça a commencé un peu comme ça, avec des manifestations, et puis ça a dérapé. Et il y a eu un procès qui a suivi, avec 14 Guyanais poursuivis pour meurtre, pour complicité de meurtre, pour pillage, etc. Et puis, grâce au talent oratoire de Gaston Monnerville, ils ont tous été acquittés. Enfin bon, le gouvernement français et la justice française avaient bien compris que s'ils ne les acquittaient pas, la Guyane allait encore exploser. Donc c'est très intéressant d'étudier ça et de le relier aux événements locaux. Voilà. Et Jean Galmo jouait au cinéma parce qu'il y a eu un film. Oui, par Christophe Malavoie. Voilà, le film... de Alain Maligne voilà, qui s'appelle Galmo Aventurier. Galmo Aventurier, voilà. Tout à fait. C'est ça. Et puis on a d'autres sujets où on rend hommage au peuple qui souffrent, qui ont souffert et de la Caraïbe, notamment des Indiens sur la côte du Panama qui s'appellent les Kunas. Et puis
puis les fameux Garifunas. Les Garifunas. Les Garifunas qui sont les Caraïbes noirs de Saint-Vincent, qui ont foutu une raclée à l'armée anglaise à plusieurs reprises et les Anglais se sont un peu énervés et ils les ont déportés au large du Honduras. Alors ils étaient 4000. C'est là qu'on voit que l'esclavage est quand même quelque chose d'assez impitoyable. C'est 4000 personnes déportées mais laissées libres. Hein. Donc ils mettent en lilette et puis ils disent Débrouillez comme ça. au moins ça ne pas fait nous chier encore. Et ces types aujourd'hui, ils sont 500 000. Les 4000 personnes, donc ça remonte à 1797. Les 4000 personnes ont donné naissance ont créé un peuple qui aujourd'hui est réparti sur toute la côte de l'Amérique centrale. Donc le Belize, Guatemala, Honduras surtout, Nicaragua, et puis surtout, et aussi aux États-Unis, parce qu'ils ont immigré évidemment. Et ils sont 500 000, vous imaginez ? Donc, est-ce que vous imaginez à la Martinique, s'il n'y avait pas eu cette abomination qu'est l'esclavage, le nombre de gens qui auraient vécu ici, on pense qu'il y aurait pratiquement 2 millions de personnes sur cette île. Si l'esclavage ne tuait pas, parce que l'espérance de vie d'un esclave, c'était quoi, 25 ans. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, ce soir, vous avez vu que nos deux autres compères, entre guillemets, sans jeu de mots, Bien sûr. ne sont pas là. Ça ne fait que plus de demi-siècle que je l'entends, celle-là. Puisque aujourd'hui, il y a la plénière à la CTM, donc c'est pour ça que Michel Branchi et Gabriel Gallion donc, ne sont pas avec nous. Alors, mais je sens qu'ils vont le regretter. Absolument, ça va de soi. Ils doivent se morfondre, ils doivent s'endormir dans leur truc là. Oui, parce que je pense qu'ils ont déjà pris sommeil. Il y a 94 points à l'ordre du jour, oui. dont la plupart sont, entre guillemets, sans grande importance, mais qui doivent être traités quand même. C'est-à-dire des... Comment appelle-t-on ça ? Je ne trouve pas le mot sur le moment, mais quand une société demande une aide ou bien une subvention, non, même pas une subvention, mais quand les sociétés, par exemple, d'HLM demandent une garantie. Oui, c'est une garantie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ben voilà, bon, ils sont pas là, tant pis. Alors, par contre, aujourd'hui, 5 avril, c'est d'ailleurs la une du Progressiste qu'on va avoir à l'antenne. Aujourd'hui, ce journal a 59 ans. Mais oui. C'était un mercredi 5 avril 1958. En plus, c'était un mercredi aussi. C'était un mercredi, c'est pour ça qu'on a tenu à marquer le truc. Mercredi 5 avril, on ne l'a pas fait exprès, mais ça tombe comme ça. Le premier numéro, bon, tout le monde sait maintenant que le Parti progressiste martiniquais a été fondé le 23 mars 1958. Donc ça veut dire que l'an prochain, il y aura un anniversaire. Il y a déjà eu cette année-ci le 59e. Mais l'an prochain, il y a le 60e anniversaire. Vous allez sortir les bougies ? Je ne sais pas encore, mais il y aura sans doute des choses. Il y aura sans doute des choses. Et dans la foulée, si l'on peut dire, dès le mois suivant, 15 jours après, le Progressiste a sorti son premier numéro. D'accord. Alors là, on a essayé de montrer un peu l'évolution à travers les âges. Sur la droite, il y a le Progressiste recto verso, tiré à la Ronéo. Donc en fait, juste 2 pages. Voilà, juste 2 pages. J'en ai encore chez moi, comme ça. C'est assez marrant de revoir ça. Et puis mais il y avait d'autres journaux qui étaient en recto verso. Moi, j'ai découvert des exemplaires de l'Information. Oui, l'Information, de monsieur Surena. Surena, ouais. Qui était recto verso. Absolument. Et qui était l'un des rares supports de presse que les gens pouvaient lire et qui donnait des nouvelles de l'étranger. Impressionnant quand même. Je racontais justement l'autre jour une question qu'on me posait, qu'un autre journaliste de l'époque, Roland H. Casimir, qui éditait le journal appelé Rénovation. Rénovation, voit tout, dit tout, c'est tout. Et sa tête de turc, c'était Surena. Donc les rénovations contre l'information. Contre l'information, il lui disait, Surena, tu ne lis pas ton journal. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le dessin politique là Alors, le dessin de la page 12 est dû à notre ami Titis, comme d'habitude. Chabé en examen est prévenu.
Alors, c'est un détournement, bien sûr, de c'est la lutte finale. L'interpatronal sera le genre humain. Bon, celui qui chante, qui crie cet hymne s'appelle YM, avec sa cravate bleu, blanc, rouge, sous l'œil stupéfait, interloqué, abasourdi du président de l'Assemblée. D'accord. Qui ne comprend pas comment des mots comme ça puissent être dans la bouche d'un chef d'entreprise. D'un chef d'entreprise, par ailleurs, vice-président de l'Assemblée. Bon, c'est pas la première et la dernière chose qu'on va voir. Alors, concernant ce qui se passe en Guyane, puisque nous étions sur la Guyane, la venue donc, de la ministre, plus la venue du ministre de l'Intérieur, les Guyanais, quelque part, ont réussi à faire venir ces ministres extrêmement importants dans le gouvernement, parce qu'ils ne voulaient pas traiter avec la délégation qui avait été envoyée avec un préfet à sa tête, et la ministre de l'Outre-mer qui prend dans un porte-voix et qui fait des excuses aux Guyanais. Alors, il semblerait que Cazeneuve n'a pas du tout apprécié cette histoire-là. Comment vous avez vécu cette séquence-là les excuses de la France en la ministre. Il semblerait que, d'après tout ce que j'ai lu ou entendu ou vu, qu'on ait, disons, extrapolé un peu la réaction de Bernard Cazeneuve. Parce que si, d'un certain côté, il aurait, entre guillemets, engueulé Éric Abaredz, par ailleurs, il lui a fait des compliments appuyés sur la mission qu'elle a menée en Guyane. Et a salué son courage. Courage. Donc, c'est un petit peu contradictoire. D'accord. Maintenant, est-ce qu'elle devait ou pas présenter des excuses au peuple guyanais? Est-ce que c'est vraiment... On rappelle que c'est une réunionnaise. Hein? C'est une réunionnaise, donc elle connaît bien l'outre-mer. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de spontané ou disons dans l'air du temps pour essayer d'apaiser les tensions au départ? Je ne peux pas me prononcer. Mais bon, c'est vrai que c'est assez inhabituel, on va dire ça comme ça. Elle a répondu de toute façon à une espèce d'ultimatum. Hein. Eh oui. Puisque les participants à la fameuse réunion, on va dire de négociation, ont clairement fait le lien entre les excuses au peuple guyanais et le début des négociations. Puisque les négociations ont commencé, mais elles ont tout de suite été arrêtées, parce que l'exigence d'une excuse, puisque bon, ils ont attendu 10 jours hein, quand même avant de répondre aux demandes. Ils avaient déjà attendu plus d'une dizaine de jours avant d'envoyer la délégation, et puis entre la délégation et puis les ministres, il s'est passé encore du temps. Donc, mais bon, ça augure mal, à mon avis, d'une reprise normale des activités, puisque bon, on l'a appris jeudi après-midi, suite à une conférence de presse, les groupes on va dire de manifestants, les délégations se sont regroupés, se sont concertés et ont décidé de maintenir les barrages. Pourtant, le MEDEF a demandé la reprise de l'activité économique. On parle de fissure dans cette belle unanimité, parce qu'effectivement, le MEDEF... les entreprises souffrent forcément, donc le MEDEF, d'un certain côté, est dans son rôle de demander la reprise de l'activité. Ça ne veut pas dire qu'il est, jusqu'à présent, qu'il ait quitté le collectif. Mais on peut supposer que ce genre de fissure va s'élargir. De toute façon, il est toujours problématique pour une organisation patronale de faire partie d'un collectif qui bloque des entreprises. C'est sûr. Au départ, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, tel qu'il croyait prendre est pris. Puisque je vous l'avais déjà signalé, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise guyanais qui avaient poussé au feu, tout simplement parce qu'ils perdaient des marchés, notamment dans la construction du deuxième pas de tir de la fusée Ariane. Avec les Russes. Avec les Russes. Donc là, ils vont tout perdre. Ils vont perdre à la fois les chantiers, parce que vous imaginez bien que je vois pas comment Ariane, le CNES pourrait revenir sur des
délégations ou des attributions de marché plutôt, et puis les redonner à quelqu'un d'autre. C'est fait, c'est fait. Mais surtout, l'image du patronat guyanais, là, vis-à-vis des autorités, est quelque peu malmenée. Et financièrement, Financièrement, ça a perdu beaucoup d'argent, cette histoire-là. Financièrement, ça a fait un mois. Et financièrement, c'est catastrophique. Hein. Et La Martinique avait perdu l'équivalent. Il faut savoir que ici, ce qui est produit chaque jour, c'est l'équivalent de 250 millions d'euros, tout confondu. Donc, quand vous restez 30 jours, ça fait plus de 6 milliards d'euros. C'est ce qu'on avait perdu. Bon, Guyane, c'est beaucoup moins, mais bon, ça va représenter l'équivalent du produit intérieur brut de la Guyane, hein, un mois. Toute activité économique arrêtée, c'est ça. C'est en 30 jours, ils perdent 12 mois de création de richesse. C'est ça. Et puis j'allais dire qu'il ne faut pas oublier surtout que le centre spatial guyanais, c'est l'Europe. C'est la France, mais c'est l'Europe. Donc, il risque fort d'y avoir une perte de confiance, notamment dans les entreprises guyanaises, qui fournissent quand même du matériel, de la main-d'œuvre, etc., etc. Parce qu'on dit souvent que le centre spatial, c'est une sorte d'excroissance qui n'a rien à voir avec la Guyane. Ce n'est plus vrai comme il y a 20 ans ou 30 ans. Une forte partie de l'activité, je ne parle pas du lancement de fusées, mais une forte partie de l'activité du centre spatial guyanais est implantée dans la Guyane, dans le pays. Oui, il y a un lien, évidemment. Mais je ne suis pas sûr que l'improvisation qui marque en fait ce mouvement est jouée en faveur des Guyanais, notamment au moment des négociations. Parce que quand on entre en négociation, on a bien évidemment identifié la porte d'entrée et puis surtout la porte de sortie. À mon avis, ils ont identifié aucune porte de sortie. Déjà, à mon avis, ils n'avaient pas la bonne porte d'entrée, puisque ce n'est pas eux qui ont choisi le moment des négociations. On leur a imposé le moment des négociations. Et puis surtout, comme ils rajoutaient une couche à chaque heure, et la couche finale est quand même le fait de passer de 1 milliard 85 millions à 2 milliards, puis 3 milliards, plus le changement de statut de la Guyane, ça paraît inacceptable, quoi. Et c'est inacceptable, techniquement. Vous ne pouvez pas avoir voté en 2010 et puis choisir un statut sans revoter. Avoir voté en 2010, il faut rappeler, comme la Martinique, pour une assemblée unique. Oui, tout à fait. La CTG, comme nous avons la CTM. La CTM ici. Bien, l'avenir nous dira hein, ce qui va sortir de tout ça, hein, puisque ça continue. Absolument. Mais maintenant, le problème, c'est que le gouvernement qui est là, je ne vais pas dire qu'il est en sursis, mais il est là encore pourquoi 2 semaines, 3 semaines. Ah oui. Donc, d'un côté, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Et puis de l'autre côté, il se dit qu'il va refiler le bébé au prochain gouvernement. Donc, il s'en sort plutôt bien, enfin, au long des compagnies. Oui, de toute façon, là où il risque d'avoir contagion, c'est si le problème guyanais n'est pas réglé, en tout cas sur ses formes les plus urgentes dans les jours qui viennent. Là, il y a de fortes chances qu'il y ait contagion en termes de demande vis-à-vis du nouveau président, du nouveau gouvernement, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, parce que les problématiques de 2009 n'ont jamais été réglées. Jamais été réglées. Et puis le passage, le changement statutaire, entre guillemets, l'évolution statutaire, avec cette fameuse fusion, n'a bien évidemment strictement rien réglé. Donc il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas eu d'évolution statutaire en Guadeloupe, ni à La Réunion. D'ailleurs, La Réunion a figé son statut dans la Constitution. La Réunion sera département définitivement, tant qu'on ne changera pas la Constitution. Donc, à mon avis, on risque de passer à ça. Mais finalement, est-ce que la Guadeloupe et la Réunion ne s'en sortent pas mieux que nous et la Guyane, que la Guyane et nous,
depuis ce changement de statutaire-là, est-ce que, je veux dire, financièrement, est-ce que les choses vont pas mieux pour eux parce qu'ils sont restés région et département? Est-ce que ça a été une bonne chose, finalement, 1 an et demi après, d'être passé à la CTM? Moi, je continue à croire que c'est une bonne chose. Oui. Malgré les déceptions. Moi, je suis parmi les déçus. Oui. On est fatigué de me dire, bon, faut attendre, faut pas être trop pressé, ce n'est pas en quelques mois qu'on va tout changer, etc. Bon, d'accord. Je reste persuadé que, administrativement, politiquement, et même économiquement, il vaut mieux une seule assemblée sur un petit territoire que 2 assemblées. Même si ces 2 assemblées avaient chacune ses, comment dit-on, ses prérogatives. Ouais. C'est pas le mot que je cherchais, mais voilà, son champ de compétences. Voilà. D'accord? Le conseil général, c'est le social, etc. et tout. Ce n'était pas que ça. Il y avait aussi des interventions économiques. La région, c'était plutôt l'économie, etc. Mais il y avait des interventions sociales également. Le fait d'avoir regroupé cela, le fait d'avoir diminué le nombre d'élus, ça me semble aller dans le bon sens. Maintenant, tout dépend de la volonté politique de ce qu'on veut en faire. C'est surtout ça. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les entreprises, lorsqu'on voit le nombre d'entreprises qui ont déjà rendu l'âme au tribunal pendant liquidation judiciaire, on entend les gens se plaindre et tout. Je veux dire, est-ce que c'est pas parce que justement, cette fusion-là n'est pas encore actée et finalement, ça grève beaucoup d'entreprises, non? Enfin, toi qui suis les chiffres de près, dis. Alors bon, il y a une chose qu'il faut rétablir, il y a une vérité qu'il faut rétablir, c'est que ça ne va pas mieux en Guadeloupe ou à La Réunion qu'ici. Hein. C'est même le contraire. La situation financière du Conseil général et de la région en Guadeloupe ne sont pas... leurs situations financières ne sont pas exceptionnelles. Okay, donc ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête. Et puis, les retards structurels de ces 2 départements par rapport à la Martinique sont quand même encore très importants. Il faut rappeler qu'à La Réunion, le taux de pauvreté est 2 fois plus important que la Martinique, parce que La Réunion sort de très très loin en termes de pauvreté. Hein. Donc, et puis, la Réunion, c'est 1 million d'habitants. Hein. Voilà. OK ? Donc, 1 million d'habitants sur 15% du territoire, puisque 85% du territoire, c'est des montagnes. C'est la montagne et de la forêt. Infranchissables. Ouais. Nous, c'est un peu moins de 400 000. Hein. Oui, 380 nous, on 000. descend. Et continue à descendre. Ouais. on est sur 25% du territoire, ce qui est un peu plus facile à gérer. Et puis, les retards structurels sont importants. Les Réunionnais, leurs problématiques de gestion de l'eau, les problématiques de gestion routière, les problématiques de gestion des logements sociaux, ils sont encore très très loin, même s'ils ont fait des efforts, mais ils sont très très loin. La Guadeloupe, la gestion des déchets, c'est catastrophique. La gestion de l'eau, c'est catastrophique. Les transports en commun, c'est catastrophique. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Alors, nous, on a d'autres choses qui sont catastrophiques. Mais donc, les 4 départements historiques, plus, alors je ne parle même pas du petit dernier, qui est dans un état, qui est dans un état déplorable. L'État français a délaissé ses possessions depuis très très longtemps. À partir de 1986, la fameuse loi de décentralisation et la mise en place effective des conseils régionaux, l'État français a dit, bon écoutez, vous êtes au niveau, je vous laisse vous gérer tout seul. Et ça a été une catastrophe. Alors, est-ce que le retour de bâton ne sera pas que les départements, là, iront peut-être moins voter à la présidentielle? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça aura non, pas vraiment. Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a, dans les départements d'outre-mer, toujours avec des guillemets, il y a une abstention structurelle, non pas conjoncturelle, mais structurelle, de 60% des électeurs. 60% d'abstention. 60% d'abstention parmi le corps électoral. Alors, ça varie seulement. Ça varie. On vote bien quand même pour la présidentielle. On vote bien pour la présidentielle. J'allais dire, ça varie entre la présidentielle, les législatives, les municipales, les européennes. C'est aux européennes qu'on vote le moins et aux municipales qu'on vote le plus. Mais même aux municipales, il y a une forte abstention quand même. Moi, je table sur cette présidentielle
confuse, Ouais. pour n'employer que le mot confuse, je table sur 60% d'abstention. D'accord. Donc 40% de votants. D'accord. Eddie, ton opinion sur ça? Oui, non, je crois qu'il faut faire attention à l'abstention. Bon, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Hein. Donc, les présidentielles, c'est des taux de participation aux alentours de entre 60 et 70%. Mais je parle par rapport aux dernières choses qui se passent en Guyane, hein, qui risquent de contagion. Est-ce que ça va pas... Non. Non. Non, je pense que, vous savez, bon... Parce qu'en ce moment, tous les candidats aiment la Guyane. Donc, on ne peut même pas dire que c'est parce qu'il y a un candidat, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui Même Marine Le Pen aime la Guyane. Tout le monde aime la Guyane. Non, moi, je crois que les gens sont passionnés. Nous, on le vérifie, je vous l'ai déjà dit à travers des sondages, sont passionnés par ce qui se passe au niveau de l'élection présidentielle. Les changements, les affaires, les gens sont branchés, ils ne loupent rien, de manière majoritaire. Donc ça, est-ce que ça va se traduire par des votes? On n'en sait rien. Mais en tout cas, depuis 3 élections présidentielles, le taux de participation en Martinique est en très forte hausse. Alors, pourquoi? Parce que les candidats sont chaque fois nouveaux, et que là, ils sont encore plus nouveaux que d'habitude, puisque je vous rappelle qu'en 2007, c'était 2 candidats qui ne s'étaient jamais présentés, Sarkozy contre Ségolène Royal. Le petit Hollande qui fait une irruption en 2012. Personne ne l'attendait, vous vous rappelez? Grâce à DSK. Grâce aux dérives de DSK. Et puis là, il y aura forcément 2 candidats complètement nouveaux au 2e tour. Donc je pense que les gens sont passionnés. Ils sont passionnés aussi parce qu'il y a un renouvellement de génération. Hein. Il faut qu'on rappelle les chiffres ici. Il y a entre 3 000 et 4 000 nouveaux électeurs chaque année. C'est vrai. Donc sur 10 ans, on fait entre 30 000 et 40 000 électeurs nouveaux, ce qui est considérable. Et ces gens-là, il faut qu'ils votent. Ils n'ont jamais voté pour un candidat aux élections présidentielles, donc ils vont le faire. Alors, ils n'avaient pas 18 ans en 2012. 5 ans plus tard, ils ont plus que 18 ans. Ils vont voter. Ouais. Ils vont voter et ils vont dire, voilà mon choix. Et je pense, alors je ne suis pas aussi pessimiste que mon ami Daniel, bien au contraire. Je pense qu'on aura, alors au premier tour, non. Au premier tour, on est aux alentours de 50%. Voilà. Et au deuxième tour, on monte aux alentours de 60%. Ouais. Je vais vous donner les chiffres. Hein. Au 2e tour en Martinique, on était à 60% de participation. Voilà. Tu parles de 2012. En 2012, oui, 2012. Tout à fait. En 2012. Voilà. Donc, on était à 52% au premier tour. Voilà. Donc, vous voyez, ça augmente toujours mécaniquement au 2e tour, puisque les gens attendent que les candidats s'éliminent eux-mêmes avant de faire leur choix définitif. C'est sûr. C'est vrai. Alors, j'ai entendu parler un petit peu de la Cour des comptes qui a un petit peu épinglé les collectivités parce qu'il disait que la Cour des comptes, alors qu'est-ce qu'ils ont dit j'ai mal. Ils ont augmenté le nombre de salariés de manière exponentielle pendant... ça a explosé, quoi. Oui, tout à fait. Plus de 400... Attends, il faudrait que je retrouve ça. Mais en fait, ça m'a un petit peu étonné lorsque j'ai vu ça. Et ils disent aussi qu'en plus, dans les collectivités, ils ont pointé du doigt aussi que les gens qui travaillent dans les collectivités ne travaillent pas suffisamment. Parce que déjà, ils ne font même pas... Ils ne font pas les 35 heures. Ils ne font pas 35 heures, ils font plutôt 32. Et encore, d'après ce que dit la Cour des comptes, qui est quand même... on ne va pas mettre en doute ce que la Cour des comptes dit. Alors, il faut quand même rappeler ce que c'est, que les collectivités. Oui. Bon, ici, nous avons une collectivité unique, la CTM, mais les collectivités, c'est aussi la CACEM, c'est aussi l'Espace Sud, c'est Cap Nord, ce sont toutes les intercommunalités qui sont aussi des collectivités. Et effectivement, plus on crée d'intercommunalités et autres structures, plus on recrute du monde. Alors, ce qu'ils disent, c'est 400 000 postes en 10 ans sans justification. Ouais, 405 000 agents supplémentaires, soit une augmentation de 27% des effectifs.
Ils disent sans justification, c'est peut-être pour ça qu'ils pointent du doigt, mais bon, ça a toujours une justification. Il faut quand même rappeler que l'État a transféré un maximum de services vers les collectivités, en particulier les régions. Bon, pour être très concret, une bonne partie des agents qui étaient à l'ancienne DDE, Direction départementale de l'équipement, sont passés sous les ordres de l'ex-conseil régional et maintenant de la CTM. Une bonne partie des gens qui étaient dans les lycées et collèges, qui étaient payés par l'État. Les TOS, travailleurs, ouvriers de service et de service. Sont passés sous la férule de la CTM, etc., etc. Il y en a plein. Mais ça, c'était obligatoire. Hein. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Donc, l'État, en transférant ses compétences, a transféré son personnel. Alors, une bonne partie de ces gens-là sont, si mes informations sont bonnes, continuent à être payés par l'État. Parce qu'ils pouvaient choisir, jusqu'à la fin de leur carrière, d'être payés par l'État ou d'être payés par la collectivité. Mais de toute façon, ceux qui avaient choisi de passer à la collectivité, leur salaire était versé par l'État. On ne sait pas si c'est à 100% aux collectivités pour les payer. Était mis à disposition des collectivités. Mais quand la Cour des comptes fait son calcul, elle doit prendre en compte les transferts. Bon, elle ne le fait pas. Donc les 400 000, c'est quand même ça. Mais il reste, à mon avis, les 3/4 des gens qui ont été recrutés, tout simplement parce que la politique continue à jouer, quoi. Le népotisme... Tu n'as pas dit le clientélisme. J'y viens. Donc je commence par le népotisme. Donc ses enfants, ses cousins, ses parents, amis et alliés. D'abord, et dans toutes les collectivités de France et de Navarre, sauf exception que je ne connais pas. Ok, je parle du territoire, je ne parle pas de la ville, je parle du territoire. En Martinique, ça existe. En Guadeloupe, ça existe. En Guyane, ça existe. Dans tous les départements d'outre-mer, ça existe. Vous allez toujours trouver au moins une commune, au moins une communauté d'agglomération, au moins une collectivité régionale ou territoriale où les enfants sont engagés. Donc quand on met déjà ça, plus les gens qui ont, comment on dit, pour service rendu à la nation, c'est ça qu'on embauche pour service rendu à la nation, plus les copains, etc., ben, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde et vous vous souvenez que très souvent, les élus des collectivités condamnent l'État en disant l'État gaspille, et il gaspille tellement qu'il nous baisse nos dotations. Mais je pense que les élus devraient nettoyer devant leur porte avant, parce que là, le rapport, il y a qu'à blanc. Il y a des choses inimaginables. Oui, et le président de l'Espace Sud est conduit devant quel tribunal encore pour... Vous avez entendu ça? Favoritisme. Tribunal administratif, non, je pense. Non. Ben, c'est... Enfin bon... Ça part dans tous les sens. Mais c'est pas le même sujet. Oui, c'est pas le même sujet. Oui, et puis, ce n'est pas spécifique au département d'outre-mer. Ah non, on a bien vu en France. On a bien vu avec l'ancien ministre de l'Intérieur, avec ceci, avec Fillon. Enfin bon. Mais les gens, justement, se disent, mais finalement, ça part dans tous les sens. Même si c'est pas le même sujet, ils ont un petit peu cette impression-là. Alors, qui est-ce qui peut... Je vais vous donner le chiffre pour que les gens aient bien ça en tête. Normalement, la durée réglementaire du travail sur l'année, c'est 1607 heures. OK? Eh ben, c'est chez les collectivités locales en France, donc c'est une moyenne quand même. Elles sont à 1560 heures. Donc les types, ils ont pratiquement une centaine, un peu plus d'une centaine d'heures en moins. Ça veut dire que si on dit qu'une semaine c'est 35 heures, ben, ils ont un mois de vacances supplémentaires, quoi. Ouais. Et il semblerait qu'on a droit à un certain nombre de congés de maladie et que certaines personnes estiment que c'est un congé qu'il faut prendre. C'est-à-dire, malade ou pas malade, il faut que j'épuise
mon solde de congé de maladie. Ouais. Donc ça n'arrange C'est pas les notamment- choses. Oui, mais bon, ça concerne beaucoup l'État. Ça. Les Voilà, fonctionnaires j'allais le d'État sont des spécialistes. J'allais le dire. Sa fameuse base des 90 jours, c'est Voilà. ça Voilà. Moi, qui suis, Explique-nous ça. moi qui suis un ancien fonctionnaire, Bon, alors t'écoutes. Tu n'en as pas profité. mais non, mais j'ai eu Alors tort. explique-nous le J'ai système. eu tort de ne pas en profiter. Explique-nous le système. Je me rappelle très bien une collègue qui me dit, bon, je vais prendre un congé. Je dis, mais tu n'étais pas en congé dernièrement. Ah oui, mais j'ai droit à 90 jours. Hein. Ouais. Donc, elle arrivait à 89 chaque année. Non, mais dis-nous 89 jours. Dis-nous pourquoi. En fait, précise que ces 90 jours, c'est sans perte de salaire. Ah oui, oui, sans perte de bien sûr, salaire. oui, bien oui. sûr. Donc, c'est des congés maladie, c'est ça? Congé maladie, Sans perte de salaire. sans perte de salaire, absolument. 90 jours. 3 3 mois. mois. 3 mois. Et je me rappelle un autre collègue qui est arrivé un jour, qui a fait ah, j'ai mal à la gorge, il a pris un mois. Ceci dit, il faut dire à la vérité qu'il y a des médecins complices. Ah ben oui. Pour qu'il puisse avoir les papiers comme ça, il faut des... Oui, oui. Et que moi, l'un C'est complaisant. de mes principaux m'a presque engueulé parce qu'il m'a vu revenir au boulot après Trop tôt. quelques jours. Trop tôt. Ah ouais, mais J'avais tu une casses le crise de- système. J'avais une crise de sciatique, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Franchement. Rentre chez toi. Tu pètes le système. Kodi Bouga au Kassa, Lidloa. Comme ça, les doigts. Ah là là, ce sont des choses qui se passent. Alors aujourd'hui, la plénière à la Martinique, on revient un petit peu sur la Martinique, l'opposition n'a pas siégé, sauf le maire de Ducos, qui, dans le grand journal de la Martinique, avait semblé prendre ses distances avec le PMM. C'est l'impression que ça m'a donné aussi. Oui. Oui. Alors est-ce que c'est encore pour marquer sa volonté de, pas de discorde, mais enfin d'éloignement, qu'il a été le seul élu de l'opposition à siéger aujourd'hui? Non? Vous savez pas, on n'a pas de news sur ça? Je n'ai pas de news parce qu'il y avait une conférence de presse ce jeudi après-midi Ensemble pour une Martinique nouvelle. Ouais. Donc je n'ai pas eu d'écho de cette conférence de presse. Mais venant de M. Mancé, puisqu'il s'agit de lui, hein, le Ouais. maire de Ducos, ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement, il semble prendre quelques distances, pour ne pas dire quelques arrangements avec son appartenance à EPMN. C'est son choix. Bien sûr, bien sûr. C'est son choix. J'observe que pour le moment, il est le seul à faire cela. Alors, qu'est-ce qui l'a conduit à rester en séance, à ne pas partir avec les autres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un rapprochement qu'il cherche avec l'actuel président Lise? Parce qu'on peut se rappeler aussi qu'il était déjà au Conseil général Tout à fait. avec le RDM à l'époque. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, quand on fait un regroupement, Oui. une alliance, puisque c'est son terme, Ouais. une alliance, il y a toujours le gros des troupes, disons, et puis il y a les bords. Les bords, que ce soit à gauche ou à droite. Et il y a toujours des tentations, pour ne pas dire des tentatives, de quitter le navire. Ça existe forcément. Mais est-ce que c'est pas un moyen dit de vouloir se lancer dans la bataille législative? Est-ce que c'est pas parce qu'il veut faire revenir? Apparemment, non, d'après ce Non. qu'il dit lui-même. Mais Non. non. Bon, les conglomérats, à un moment ou un autre, Conglomérat. Le mot est bon. il y a des gens qui rentrent et puis il y a des gens qui sortent. Bon, ça c'est assez classique. Bon, revenons à la motivation première du boycott. C'est le fait que c'est assez récurrent hein, comme raison donnée ou avancée, c'est le fait qu'ils soient victimes d'insultes de la part des supporters de la majorité. Donc ça, c'est un problème qui dure, là, semble-t-il. Puisque ça fait plus d'un an que ça dure. Il semblerait que au moment où ils s'expriment, ils soient victimes de colibets du public qui assiste. Des noms d'oiseaux, des insultes même. Ouais. Donc, bon, nous, on n'a pas été... Sur l'appartenance ethnique même, hein, des fois. Ben oui, absolument. On n'a pas été, Absolument. vérifié. Il semblerait que malgré tout, ça soit quand même vérifié puisque le président Lise a déjà eu à rappeler à l'ordre à de multiples reprises. Mais bon, je ne crois pas que ça soit une spécificité martiniquaise. Moi, j'ai vu des où ça allait bien au-delà. Ah oui, des empoignades, carrément. Carrément. Et puis, bon, c'est peut-être pas une raison, même s'il faut dénoncer les choses,
pour boycotter. Parce que je pense qu'il faut être attentif. Quand on est dans l'opposition, il faut être quand même attentif à ce qui se fait. Parce que ce qui se fait, s'il n'y a pas le contrôle de l'opposition, ça peut être tout et n'importe quoi. Une opposition, ça doit être là pour contrôler, vérifier. Et je ne suis pas sûr que ce travail soit fait de manière extrêmement pointue quand on boycotte. On ne porte pas de jugement sur ce qui est fait quand les gens sont en séance. Ils font leur job, enfin, on leur fait confiance pour faire leur job. Mais quand on n'est pas là, de toute façon, ça ne se fait pas. Et ce n'est pas M. Mancé qui, à lui tout seul, va pouvoir gérer l'ensemble des 95 points et savoir s'il y a matière à discussion ou pas. D'autant que l'un des reproches qui est fait à l'actuel CTM, à l'Assemblée, la partie Assemblée plus que la partie Conseil exécutif, c'est que les commissions mises en place, elles sont nombreuses, se réunissent peu ou pas du tout. Ouais. Il y a ça aussi. Mais plus que d'habitude, j'ai envie de dire, parce que déjà, sous l'ancien régime, on ne réunissait pas. Enfin, tout le monde n'était pas là, on signait. Ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui signaient. Ça, c'est autre chose. Il y a le fait on est convoqué à une réunion, on n'y va pas. Ouais, non, on vient, on signe, on part. Oui, pardon, on vient, on signe, on part. Comme ça, on touche. J'ai connu ça au Conseil économique et social. Parce que je présidais une commission. Raconte-nous ça. Tu nous as déjà donné le feuilleton sur les fonctionnaires qui prenaient 90 jours sans perte de salaire. Là, raconte-nous les membres au Conseil économique et social, ce qu'on appelle le CESER maintenant. À l'époque, c'était le CES. Et il y a des gens qui étaient des habitués. Donne-nous les années pour que les gens qui sont là aujourd'hui ne se sentent pas visés. Non, dans les années... Qu'on n'attrape pas de problème. 1984 à 1994. Bon, ok, d'accord. Donc j'ai siégé pendant 10 ans. Donc c'est très loin. C'est très loin, c'est de l'histoire. Okay. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Ils se reconnaîtront donc dans cette émission. Il y en avait qui étaient des spécialistes. Ils arrivaient... La réunion de commission, par exemple, est prévue à 15h. Ils arrivent à 15h30. Le temps qu'ils fassent le tour pour dire bonjour à tout le monde en interrompant. Et qu'on les voit. Oui, parce qu'ils voient. On leur passe le cahier, ils signent, ils restent là un quart d'heure, ils demandent la parole. Président, je m'excuse, j'ai une autre réunion. Et c'était plutôt des hommes ou des femmes? Plutôt des hommes. Alors, dans ma commission... On n'ira pas jusqu'à demander des noms. Non. Mais si tu veux en donner, te gêne. Non, dans ma commission, ça ne se passait pas comme ça. Ouais. Parce que le cahier de présence était sous mon bras. D'accord. Donc, il était signé à la fin. À la fin. Voilà. Très bien. Il y a des gens... J'avais une commission qui avait une quinzaine de personnes, donc qui était déjà très grosse, n'est-ce pas? Parce qu'on voulait limiter à 10, mais il y a des gens qui voulaient s'inscrire. C'est une commission des affaires caribéennes et européennes. C'est sexy, ça. Ça intéressait beaucoup. C'est sexy parce qu'ils pensaient qu'ils allaient voyager. Il n'y a jamais eu de voyage. Et donc, de ces 15 personnes, il y en a 4 ou 5 qui ont disparu assez rapidement quand elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas signer le cahier. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut donner un conseil? Tu peux donner un conseil au président de commission, là? Garder le cahier sous le bras. D'abord, de réunir régulièrement leur commission, avec ordre du jour, etc., et de ne pas permettre, y compris des gens de leur bord, qu'ils signent sans siéger et sans travailler. Parce qu'on rappelle que lorsqu'ils siègent, une fois qu'ils ont signé, ils touchent. Ah oui. Voilà. Oui, c'est sûr. Oui, mais pour éviter que les gens fantasment, c'est combien? À l'époque, déjà c'était en francs. J'allais le dire, c'était 1000 francs. 1000 francs quoi? 150 euros? Oui, 150 euros. 150 euros la séance? C'est considérable. Mais oui, c'était beaucoup. Alors, à côté de ça, il y avait des commissions qui faisaient de la surconvocation. Voilà. Pour multiplier les jetons de présence. Pour multiplier les 1000 francs. Et après ça, on va dire aux gens de changer d'image. Voilà. Et il siégeait aussi dans d'autres commissions. Ah oui. Voilà. Ah oui. Le président du CES de l'époque avait été obligé de mettre le haut là parce qu'il y a des gens qui s'inscrivaient dans 5-6 commissions. Ouais. Ah ben oui. Forcément. Donc ils ne pouvaient pas être présents de toute façon. Ah oui. Alors on avait mis le haut là, 3 commissions maximum, même 2 maximum. René Fabien? C'était René Fabien le président. Ouais. Exactement.
Voilà. Non, c'est bien de donner ces explications-là parce Et puis que c'est de l'histoire. C'est de l'histoire en plus. C'est de Et l'histoire. ça permet à nos amis qui nous écoutent de mieux comprendre le fonctionnement de nos Tout à assemblées. fait. On devrait faire des émissions spécifiques sur le fonctionnement du système. Et ça, oui, plus Avec aux des gens. témoins. Il y a des Ça, choses oui, à plus dire, aux hein. gens. Ah, et comment? Et comment? Alors, bonne nouvelle pour la Martinique. La Martinique n'a pas souffert. Puisque les transporteurs ont levé la grève, c'était hier, je crois. Ils ont levé les barrages. Les stations ont pu être à nouveau approvisionnées. Il y a d'ailleurs la queue dans les stations, justement. Jusqu'à maintenant? Enfin, cet après-midi, il y en avait encore. Ouais. Alors, Chirac aurait dit ça a fait pchit. Oui, ça fait pchit. Oui, peut-être, est-ce qu'il y a... Parce on s'attendait peut-être aujourd'hui à la plénière de la 7e, qu'il y ait des camions, qu'il y ait des choses de ce genre. Je crois qu'on a même fait poser des blocs de béton devant la 7e. Alors, Enfin, je bon. suis passé par là. On les a déjà enlevés? Non. Je suis passé par là à plusieurs reprises aujourd'hui. Et dans ma voiture, je riais tout seul. Parce que des camions près de la 7e, il y en a. Mais ce ne sont pas les camions des transporteurs. Ce sont les camions qui sont en train de préparer les fondations, si l'on peut dire, des futurs parkings. D'accord. Pour les visiteurs de la CTM, parce que c'est vrai que ça devenait anarchique. Donc, il y a des deux côtés de la route qui est d'ailleurs rétrécie. Il y a 3, 4, 5, il me semble avoir vu au moins 5 gros camions qui sont en train de travailler avec des ouvriers. Il y a même, il y avait même la circulation sur une seule file alternativement. Ouais. Donc, ce ne sont pas les transporteurs qui sont venus bloquer. Alors, cette levée de barrage, il dit ça vient de quoi? Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de la part du président Marie-Jeanne? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a même pas eu de rencontre. Non, il n'y a pas eu de rencontre. Il y a eu une rencontre avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis... le préfet, enfin la préfecture. le représentant de l'État. Et puis c'est tout, quoi. Mais Donc, ils ont obtenu satisfaction? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas pour l'instant. Non. Il y a une levée, à mon avis, qui est probablement transitoire. Oui. Il y a une réflexion globale des transporteurs, à la fois sur la stratégie à mener, parce que Marie-Jeanne a gagné, là, en l'occurrence. Il a dit, moi, je ne bouge pas, et vous pouvez demander ce que vous voulez, je ne bougerai pas. Il y a peut-être une autre stratégie, et puis il y a surtout que les transporteurs ont probablement compris que l'opinion martiniquaise elle-même avait changé. Exact. Je pense que c'est important de réfléchir sur ça. Il y a une chose qui est en train de disparaître, c'est le silence. Grâce, évidemment, Réseaux sociaux. aux portables, tablettes, etc. Et autres WhatsApp. Qui permettent aux gens de s'exprimer. Alors vous imaginez quand il y a 80 000 personnes qui vous envoient des images ou des dessins humoristiques, c'est plus le silence des agneaux qu'on égorgeait, entre guillemets, dans les années précédentes. Donc il faut que les transporteurs et toutes les autres corporations réfléchissent au changement de stratégie. Et je n'ai pas de conseil à leur donner, mais justement, est-ce que c'est pas mieux, au lieu de purger les gens? Parce qu'ils ont dit, il n'y aura pas de conséquences sur la population, on ne va pas bloquer la population. Mais quand on vous enlevez à la population les moyens de sa mobilité, vous la purgez de toute façon. Est-ce que l'idée, c'est pas justement d'utiliser justement ces fameux réseaux sociaux pour faire avancer leur cause? Parce que, en plus, personne ne remet en cause la légitimité des demandes, même s'ils s'expriment très très mal, même si le mode de communication choisi n'est pas le bon. Mais les fondamentaux des revendications des transporteurs existent et sont légitimes. Simplement, les moyens utilisés ne sont pas encore efficaces. Tout simplement parce que la population martiniquaise évolue. Le même discours que moi je tiens aux hommes politiques avec lesquels je travaille, moi j'ai envie de le tenir aux transporteurs. Leur dire, mais les hommes politiques pensent que c'est les gens qui ont voté pour eux en 1985 qui continuent à voter pour eux en 2017. Alors je leur dis, faites 1985, prenez l'âge moyen de vos électeurs de l'époque qui avaient 35 ans,
et puis rajoutez 30 ans ou 40 ans. Et puis vous allez voir. Il y a beaucoup qui En sont plus là. loge à mort. Voilà. En loge à mort. Et ce que ces électeurs-là représentaient dans le corps électoral a forcément diminué, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux. Donc, le langage que vous devez employer ne doit plus être celui que vous employez en 1985 ou en 1990, mais celui de 2017. Or, ils n'écoutent pas ce langage-là. Ils pensent que... Rien n'a changé. Les choses sont immuables. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont le même quota d'électeurs. Oui, mais non, frère. Regarde. Mais, et très souvent, l'exercice qu'on fait, on prend les listes électorales, et puis je leur donne un petit stylo, et je leur dis descends, et puis mets une croix devant le nom de gens que tu connais. Eh bien là, ils ont fait 10 pages, ni 2 croix, on va dire ouais, c'est fini. Donc, le truc qui consistait, parce qu'on a vécu ça, j'étais au lycée à l'époque, quand les taxicos bloquaient Fort-de-France pendant 4 jours, c'était bloqué, c'était pas la peine. C'est-à-dire que les types qui étaient garés au Terrain Saint-Ville à Fort-de-France ne pouvaient même pas sortir de leur place de parking. Les bagnoles étaient garées, évidemment, sur le côté de la rue, mais les voitures qui circulaient étaient bloquées. Voilà, ça c'était du blocage sérieux. Hein. C'était très sérieux et très bien organisé. Mais ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Parce que, à la fois, le corporatisme a vécu, il n'y a plus de corporation. Quand vous prenez une corporation de taxicos à l'époque, dans les années 80, 1500, 2000, aujourd'hui, ils sont 250. Vous bloquez une ville avec 2000 taxis. Avec 250 taxis, vous pouvez bloquer. Mais combien de temps ? Il n'y a pas de relève, il n'y a pas d'équipe qui vous apporte à manger, tout ça, c'est très compliqué. Voilà. Par contre, les transporteurs, ceux qu'on appelle les transporteurs, ce sont souvent des gens qui ont des camions. Oui. Ouais. Ce qui se passait aussi dans les années précédentes, quand ils voulaient bloquer, ce n'était pas trop difficile. Ils bloquaient les ronds-points. Ils bloquaient les ronds-points. Moi, je me rappelle certaines années où les déplacements étaient totalement impossibles. Dès que tu arrives à un carrefour ou à un rond-point, il y avait blocage. Alors, tout le monde cherchait les chiens. Ouais. Hein, c'est comme ça que moi, dans Fort-de-France, j'ai découvert un tas de chemins que je n'avais même pas soupçonné. Mais tu tournais pendant 2-3 heures pour faire 3 kilomètres avec les chiens. Ou alors sur l'autoroute, un truc Molokoï, quoi. Voilà, alors Là, ça, alors, par de contre, Sainte-Anne à Fort-de-France, c'est bouché, quoi. exactement. Contrairement à ce que disait Eddy, les revendications ne sont pas forcément, les revendications des transporteurs, ne sont pas forcément admises par tout un chacun. J'ai notamment entendu sur Martinique Première Radio, dans Saokadi, M. Georges Hérichaud, secrétaire général du Parti communiste martiniquais, qui prenait fait et cause pour Marie-Jeanne, forcément, et qui a voulu démontrer, il ne s'est appuyé que sur un point, la détaxe des carburants. Il n'a pas parlé des autres points. Il n'a pas parlé du départ à la retraite des SIGA âgés, il n'a pas parlé de l'allotissement des marchés, etc. Il n'a pas parlé de tout ça. Il a parlé uniquement de la détaxe, et il a montré, chiffre à l'appui, que la détaxe des carburants pour les transporteurs en Martinique était la plus favorable par rapport aux autres départements d'outre-mer ou à la France. Ouais. Bon, mais ça, c'est sa position. Il est soutien de la majorité. C'est logique. Donc, c'est pour dire que quant au public, lui, il est globalement contre, même s'il reconnaît la justification de certaines revendications. Ce qu'il ne veut surtout pas, c'est que ça ait des conséquences sur sa vie à lui. C'est ça, être bloqué, ne Donc, pas sur ses avoir déplacements. d'essence, Voilà. Donc en fait, pour être clair, ce qui s'est passé, c'est que les transporteurs ont trouvé de nouveaux interlocuteurs. Et Alfred a dit, c'est pas moi, monsieur. C'est pas moi. Donc ils ont 3 interlocuteurs, l'ADEAL. l'État. L'ADL, c'est Non, l'État. l'ADEAL, c'est l'État. C'est l'État, mais c'est l'ADEAL. Ouais. L'ADEAL, la Chambre de commerce et la préfecture.
c'est ça. Alors, pour expliquer bien les rôles, bon, la préfecture idéale, ça va être probablement sur cette histoire de TVA, parce qu'ils ont décidé de porter plainte, hein. Oui. Porter plainte devant le tribunal administratif pour que cette histoire de TVA soit de TVA sur la détaxe soit reconsidérée. Et puis la chambre de commerce, c'est pour les entreprises, pour revoir probablement cette histoire de prix payé au transport. Voilà. Donc dans l'affaire, en fait, il a suffi de changer d'interlocuteur pour qu'il y ait un début de solution. C'est ce qu'Alfred Marie-Jeanne leur avait dit. Hein. Il avait dit, bon, monsieur, vous êtes gentil, mais moi, l'accompagnement à la retraite, tout ça, Ça ne me regarde pas. c'est pas moi, hein, ok. La sécurité sociale, faites ce que vous voulez, mais c'est pas moi. Et puis la détaxe, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi, puisque je vous donne déjà la plus grosse détaxe de l'ensemble de l'outre-mer. Donc en fait, c'est un problème de stratégie. Et c'est peut-être une découverte sensationnelle pour les Martiniquais, c'est que, contrairement à ce qu'ils pensent, c'est pas systématiquement la CTM qui a la solution à toutes les problématiques. Donc avant peut-être d'attaquer un interlocuteur, ça peut être la CTM, ou ça peut être l'État, ou ça peut être la chambre de commerce, ou la chambre de métier, essayez de bien identifier si c'est la bonne cible. Ouais. Voilà. Et faites attention, dorénavant, au blocage intempestif aussi. Il y a d'autres moyens d'obtenir, et ils l'ont vu, il y a d'autres moyens d'obtenir des résultats que de bloquer. Mais ils nous diront, et probablement avec raison, que si ça n'avait pas bloqué, Oui. ils n'auraient pas été reçus. C'est pas faux non plus. Voilà. Ce qui nous permet d'aller plus loin dans la réflexion, et contrairement à ce que certaines personnes ont cru ou croient encore, le fait d'avoir une assemblée unique, j'y reviens, la CTM, ne veut pas dire l'autonomie et encore moins l'indépendance. Et oui. Je pense qu'on en est loin. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut dire. Les autres partenaires, pour parler comme les économistes, les autres lieux de décision n'ont pas changé. Il y a la CTM, d'accord, mais il y a l'État. Donc la préfecture, donc les directions départementales, etc., etc., etc. Et donc Marie-Jeanne sont vainqueurs de ce bois de fer, en fait. Pour l'instant, il est vainqueur. Ouais. Oui. Et puis il y en a qui se retrouvent avec de nouveaux problèmes. C'est l'État. Je vais vous citer une petite phrase de M. Lugeri. Il dit « Ici, on nous fait croire que c'est le président du conseil exécutif de la collectivité qui a la main sur la détaxe. » Je continue pas. C'est clair, rien que le début. On nous fait croire. Qui lui a fait croire ça? C'est ça. J'ai pas de commentaire. Et ce monsieur Lugeri, c'est qui? C'est un transporteur. Oui, c'est le porte-parole de l'intersyndicale des transporteurs de marchandises. L'un des. C'est l'un des. Ouais. L'un des. Voilà, comme tu dis, donc maintenant il faudra qu'ils réfléchissent, pas eux spécifiquement. Tous ceux qui ont des ce type de problématiques. Ouais. Oui, oui, il faut identifier la cible, comme a dit Eddie. Oui, tout à fait. Alors, toujours à la Martinique, Philippe Edmond Mariette, finalement, franchit le pas. Il est candidat aux élections législatives. Franchis le pas dans quel sens, en fait? Oui. Parce qu'à mon avis, il avait déjà franchi, il est revenu, il est reparti. Voilà, c'est-à-dire que finalement, il s'est décidé. Voilà. Il s'est décidé Non, à y aller. il nous a informé qu'il s'était décidé. Oui. Officiellement. Pour répondre à l'assistance de ses amis. Ben oui, les gens sont souvent réquisitionnés en Martinique. Hein. sûr. C'est Tout le jamais eux, ils ne veulent pas y aller. C'est les gens qui... Alors, ceci dit, Philippe Edmond Mariette a été déjà député. Oui. Lorsque M. Samo avait été invalidé, c'est lui qui s'était présenté contre l'actuel premier adjoint de Fort-de-France. Parce qu'on rappelle que cette circonscription, c'était le Lamentin et une partie de Fort-de-France à l'époque. Ouais. Partie sud de Fort. Partie sud de Partie sud de Fort-de-France. Fort-de-France. Et comment il s'appelle ton premier adjoint Yvon Paquette. Yvon Paquette. Et donc, c'était Philippe Edmond Mariette qui avait été élu. Donc, il connaît l'Assemblée. Bon, je ne sais pas, vous pensez quoi de tout ça? Ben, nous, on a réalisé un sondage. Ouais. Au mois de septembre dernier, on est en train d'en faire un autre sur les intentions de vote aux législatives. Et lors du premier sondage, Philippe Edmond Mariette arrivait largement en tête Ouais. des intentions de vote. Et il n'était
Il n'était pas candidat à l'époque. Hein. Dans la circonscription, rappelle-le. Du centre. Voilà. Du centre. Ce qu'on appelait à l'époque le centre atlantique. Ouais. Donc Robert, François, Lamentin, Trinité, Grosmont. Voilà. 5 communes. 5 communes, mais qui représentent plus de 100 000 habitants. Hein. Tout à fait. C'est considérable. Ouais. Dedans, il y a la deuxième et la troisième commune. Lamentin et Robert. Lamentin et Robert. Donc, c'est assez costaud. Donc, je pense que ça a dû lui donner... non, ne disons pas ça. Ça a peut-être confirmé ce qu'il pensait. Ouais. Mais bon, je pense que Philippe Edmond Mariette a probablement une carte à jouer. Tout simplement parce que le leader Maximo n'est plus là et que la place est libre. Hein. Et que surtout, il n'y a pas de candidat officiel du MIM. Donc, devant l'absence de candidat officiel du MIM, devant la réquisition de Manet, qui n'était pas super emballé au départ pour rester en politique, puisqu'elle nous avait dit, messieurs, je vais m'occuper de mes petits-enfants. Ouais. OK? Bon. Donc, c'est bien quelqu'un qu'on a réquisitionné, qu'on a été chercher chez elle, et puis qu'on a mis sur la scène politique. L'extrême nouveauté en matière de, on va dire, d'expérience politique de la majorité des autres candidats, en dehors de Mme Maignan, c'est la première fois. Je parle d'expérience au niveau des législatives, hein, Oui. puisque bon, ils ont tous une expérience ailleurs, mais là, en termes de législatives, il n'y a grosso modo que 2 personnes qui ont déjà ferraillé aux législatives, c'est Philippe Edmond Mariette et Mme Maignan. Elle est candidate aussi, Mme Maignan. Pas officiellement. Pas officiellement. Pas officiellement, mais elle se tâte. Elle se tâte. Soutenue par qui? En fait, l'idée, c'est est-ce qu'elle sera encore à EPMN dans les semaines qui viennent, quoi. Parce que, vous savez, de toute façon, elle ne peut pas être soutenue par EPMN qui soutient Josette Manet. Oui, non, mais surtout, elle soutient Macron. Et elle soutient Macron. Voilà, donc si... Elle a encore le temps. Si Macron est au deuxième tour, elle peut très bien dire, je me présente sous l'étiquette Macron. Mais il y a quand même quelque chose qui change un peu les choses, c'est que Macron et Fillon sont copains maintenant. Pas Fillon, pardon, je me trompe, Béou. Ouais. Le MoDem. Oui, le MoDem. Donc, si aujourd'hui, justement, le MoDem présente quelqu'un au centre atlantique, je pense que cette personne aura peut-être un peu plus de chance de par l'amitié naissante de Béou et de Macron. Oui, mais si cette personne n'est pas connue par la population, on l'a vu. Voilà. Maignan a une implantation plus ancienne, de toute façon. Oui, je ne suis pas persuadé. persuadé. Je ne suis pas persuadé que les péripéties nationales aient forcément un impact au niveau local pour des législatives. Ouais. D'accord? Que la référence, disons, nationale soit nécessaire pour aller aux législatives. Je ne suis pas persuadé de ça. Ouais. Alors, et dans le Nord, est-ce qu'il y a des nouveautés, de nouvelles candidatures qui se profilent à l'horizon? J'ai entendu parler d'une candidature, mais bon, je préfère que ce soit Eddy qui m'en parle. Non, vas-y. Moi, je suis au courant de rien du tout. J'ai interrogé sur une antenne radio Monsieur Louis Boutrin. Et je lui ai posé la question. Il m'a dit, Eddy, vous allez attendre. Parce que moi, j'ai beaucoup de boulot ces temps-ci. Tu as failli l'énerver, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Je lui ai dit qu'on n'allait pas le laisser repartir sans lui poser la question quand même. Ouais. Parce qu'on a parlé essentiellement de ses prérogatives, de ses missions sur le transport, etc. Bon, donc il m'a dit non, vous allez attendre. Il ne nous a pas dit non, mais il a fustigé, et c'est une forme de réponse, il a fustigé ses collègues du conseil exécutif en disant... grosso modo, qu'il y avait suffisamment de boulot pour aller courir derrière une élection. Donc, c'est peut-être une forme de réponse. En tout cas, ça me paraît assez juste, hein, quand même, parce que tout à l'heure, on en parlait des commissions. Ouais. Il y a moins d'élus, justement, depuis qu'il y a la CTM. Donc, ils ont beaucoup de commissions, beaucoup de représentations. Ils sont 51 au lieu de 86. Voilà. Et déjà, à l'époque, avec les 86, ils se plaignaient. Ils avaient du mal. Donc aujourd'hui, ils sont moins, ils ont beaucoup de choses à gérer, à traiter et à toucher.
Et se lancer encore de nouvelles aventures, ça veut dire que quelque part, on délaisse quelque chose qu'on vient d'avoir. Il n'y a même pas un an et demi. Quoi. Nous, dans le progressiste, nous avons déjà fustigé cela, justement, quand nous avons fait le décompte des élus au conseil exécutif qui vont se présenter aux législatives. Ben, en fait, il y a qui? Carole, Madame Saï-Sotan, c'est tout? Non. Non, mais Qui Miguel est Laventure. Miguel Laventure, tu l'oublies. Ah oui. Et il est candidat à Fort-de-France. Oui, d'accord, oui. Miguel Laventure, d'accord, ça fait 3. Il me semble qu'on en a repéré 5 Au conseil exécutif. du conseil exécutif. Je ne me rappelle pas les autres sur le moment, ça ne me vient pas. Non, pour l'instant, Mais là, officiellement, peut-être- officiellement, il y en a 3. Il y en a trois. Il y a 3, d'accord. Donc ça fait déjà beaucoup. Hein. Ben oui. Parce que Sur vous 9. imaginez, si ces 3-là sont élus, Ouais. faut faire remonter des gens. Enfin, faut d'abord retravailler à trouver de nouvelles personnes avec de nouvelles compétences et puis faire le lien sur les dossiers en cours. Et dans le Nord, alors, qui est-ce qu'on a dans le Nord? Ah oui, excuse-moi. Les autres, je pensais à Yann Monplaisir, mais lui n'est pas au conseil exécutif. Non, il est à l'Assemblée. Et Annie Laurent. Et Voilà, Yann Laurent. À l'Assemblée. C'est Donc, ça. dans le Nord, qui est-ce qu'on a finalement? Est-ce que ça se précise? Oui, dans le Nord, on a Justin Profil, Oui. on a Azéro. Monsieur Azéro, le député sortant, Soutenu par... soutenu par personne pour l'instant. Soutenu par lui-même pour le moment. Par Valls. On a Monsieur Marcelin Nadeau, Oui. Ouais. donc ça en fait 3. On a Monsieur maire du Puy-Cher. On a Monsieur Yann Monplaisir, Mhm. ça fait 4. Et puis, on a un certain nombre de candidats des autres formations il y a une dame, Madame Corosine, qui est du Cercle démocratique, Cercle démocratique Martinique. de la Martinique, Axel Corosine. Voilà, donc Ça m'étonne que vous ne soyez pas au courant de ça. Alors, mais vas-y, donne-nous le vas-y, flou. Non, parce donne-nous que le- là, apparemment, Marine Le Pen a demandé à Juvenal Rémy d'être candidat dans le Nord. Ah, ça, je n'ai Ça, pas c'est un fait. scoop de Zouk TV. Ça, c'est un scoop de Zouk TV. Ah oui, Oui, ah, c'est pas vrai, ça. c'est vrai. C'est fantastique. Et, ça. Tu n'as pas sa réponse, par contre. Ah, je- il hésite. Il m'a dit, il hésite. Je tiens ça de lui. Hein. Ouais. Il hésite énormément. C'est pour ça que les gens aiment cette émission, parce qu'il y a des scoops. Il y a des scoops. Absolument. Et puis, il faut rappeler que dans le centre, Oui. il y a aussi la candidature de M. Vaugirard. Ah oui, Gourmandais. Eh oui, oui, on a failli l'oublier, lui. Oui, Ah ouais. mais c'est vrai. Il ne fait pas parler beaucoup de lui, Raphaël. Mais Raphaël Vaugirard. il connaît bien l'Assemblée, puisqu'il était... Il était au Conseil Il était au général. conseil oui. général. Non, je parle de l'Assemblée nationale. Ah Parce bon qu'il était suppléant. Oui, c'est vrai. Eh oui, De qui? de M. Monscourt. Ah, Monscourt, oui, Ah, de mais M. oui, Monscourt, il connaît oui, très très bien. Et il est suppléant de M. Monscourt pour l'Europe. Pour l'Europe. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le système. Les rouages. D'accord. Raphaël Vaugirard, effectivement, Gourmandais en plus comme moi-même. Ah bah oui, Voilà, tu nous peux est pas passé, l'oublier. oui, Tu peux pas l'oublier. que j'ai Revenons croisé à- cette semaine. Revenons à Juvenal. À Juvenal, oui. Alors, Ah ben, Marine Le Pen l'a appelé pour lui demander de se présenter. Alors, Est-ce je que n'irai- Marine Le Pen était au courant qu'il Alors, attends, je qu'il n'irai le pas soutenait? je n'irai pas jusqu'à dire que c'est suite à l'émission qu'il a fait sur Zouk Télévision qui est arrivé jusqu'aux oreilles de Marine Le Pen. Je pense qu'elle regardait. Ceci, c'est peut-être vraisemblable. En tout cas, à la suite de cette émission, qu'on a dû rediffuser parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de demandes dans ce sens. Et suite à ça, il m'a appelé, il me disait donc que Marine Le Pen lui demandait de se présenter. Alors, comme il m'explique lui-même, maintenant, si je vais à l'élection, c'est pas pour Marine Le Pen quelque part, c'est pas pour représenter ou là. Mais bon, parce que j'ai un certain nombre de choses à dire, moi, en tant que Juvenal Rémy. Alors bon. Voilà, donc, ben, je pensais que vous saviez ça Non, déjà. non. Je pensais qu'il en avait parlé à la presse. Eh bien, merci Juvenal de m'avoir fait cette faveur. Cette confidence. Cette confidence. l'avantage de ce scoop. Mais oui. Alors maintenant, on verra ce que ça va donner, s'il se maintient ou pas. Et est-ce que vous avez l'impression que cette année-là, on aura encore plus de gens qui vont voter Front National que les précédentes années où c'était déjà En progression, c'était on va déjà une dire. grosse surprise pour tout le monde lorsqu'on a vu dans les communes que le FN faisait des voix. Ma Notamment propre au commune, Pêcheur. mais ma commune aussi. Au Le Gaumont, oui. Le Gaumont Gaumont, aussi, le quoi. Pêcheur. Bon, au total, c'est 7000 voix, hein, comme 7000 pour Marine voix. Le Pen, ce qui est considérable. Enfin, c'est une progression en centaines de pourcents de taux de croissance. Et à mon avis, ça va être beaucoup plus cette année. Je pense aussi. Parce que les voix, les 7000 voix, c'est aux européennes. C'est même pas, c'est même pas aux élections présidentielles précédentes. C'est aux européennes. Donc, Aux européennes, où, je le répète,
généralement, on vote moins que pour les autres élections. Il y a moins de 40% de taux de participation aux européennes. Et elle a fait 7000 voix. Donc là, à mon avis, sur les présidentielles en Martinique, les gens ne vont pas se gêner. Ce qui est, enfin, bon, c'est une opinion toute personnelle, mais ce qui est un véritable scandale. D'ailleurs que des Martiniquais qui sont des gens dont j'ose peut-être le rappeler, qui sont descendants de gens qui ont souffert du racisme, de violences arbitraires, de ségrégation, de discrimination de toutes sortes. Et puis tout en haut de l'esclavage, puissent voter pour un parti, enfin, la représentante édulcorée d'un parti raciste, j'arrive pas à comprendre, quoi. C'est comme si je sais pas moi, des juifs se mettaient à voter pour un candidat qui soutienne les thèses nazies, quoi. Ça n'a pas de aucun sens, quoi. Les gens, je pense que les gens volontairement oublient ça. Et ils le savent. Mais est-ce que c'est personne ne peut dire que les Martiniquais ne savent pas que Marine Le Pen et toute sa bande là sont des racistes. Mais est-ce que ce serait pas un vote contestataire? Non pas qu'ils veuillent voter pour Marine Le Pen, mais ils veulent voter contre. Un bordel, on peut pas voter pour contester pour quelqu'un qui veut vous éliminer. On est dans quoi là? On est dans l'irrationnel le plus complet. Et donc, en fait, ce choix-là, il est profondément malsain. Même si les gens disent, mais vous savez, moi quand il vote bail, mais il ne paye jamais passer. Voilà. Parce que c'est ce que les gens nous disent. Voilà. Mais s'il passait. Ça existe. S'il passait. Ouais. Moi, je connais des gens dans le sud de la France, dans une ville du sud de la France, qui m'avaient dit, des anciens copains étudiants, qu'ils allaient voter pour le candidat Front National. Je vais vous dire quelle ville, c'est Fréjus. Fréjus, ouais. Qu'ils allaient voter pour le candidat Front National parce qu'ils savaient très bien que la population n'aurait pas soutenu le candidat. Mais à passer. Il passait. Il a crié régulièrement pour dire que il a bon fait. Et au cas dit, parce que il n'y a pas blanc. Il n'y a pas blanc. Mais il a voté le Front National Fréjus. Juste pour foutre le bordel. Eh bien, il a trappé bordel là. Il a trappé. Il y en a un en particulier qui est président d'une association. Mais regardez, l'association, il est président, c'est un nègre il coupe les subventions, les clics. C'est terminé. Ouais. Voilà la réalité. C'est ça que les gens veulent. Mais il n'y a pas de souci qu'ils le fassent, puisque les exemples historiques sont très nombreux. Hein. Puisque IPK y passé, Hitler pas passé, Mussolini pas passé, personne pas y passé. Donc, Trump, mais non, mais Trump ne va pas passer. Vous vous rappelez qu'il y avait des Noirs qui soutenaient Trump? Des Espagnols aussi. Enfin, oui, des Latinos. Ça pas, tiens, Boudoum. Et c'est eux qui bénéficient du truc de santé d'Obama en plus. Ben oui, l'Obamacare qui va être supprimé, mais c'est eux les premiers qui vont souffrir de ça. Non, effectivement, je ne pense pas que ce soit une tendance de vote organisé, les 7000 voix du Front National, on va dire. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'organisé. Ce sont des choses, des positions individuelles qui s'ajoutent les unes aux autres. Justement, comme dit, un peu pour foutre le bordel. Et pour dire, moi, je suis assez, puis toute ma caille voter, Manzel, ça caille peut-être sous quoi. Et en se disant, mais de toute façon, elle ne va pas passer. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est ça le risque. En France, il y a la même tendance aussi, hein. Il y a le Front National, ses partisans, et puis il y a des gens qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas connaître le Front National, mais qui vont voter quand même Marine Le Pen. Histoire de jeter une boule dans un jeu de quilles. Pour faire tomber les quilles. Alors justement, et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé là avec les 11 candidats, le débat finalement avec les 11 candidats. Alors, tout le monde parle de Poutou. Ah ouais, moi aussi, on parle de... Ça donne envie de voter Poutou. Mais, non, il n'a rien à perdre, Poutou, il a raison. Ouais. Il est allé franco de port, il n'a rien à perdre. Il n'a pas voulu faire la photo de famille avec tout le monde, il n'était pas habillé comme les autres. Ah non, il a fait exprès, c'est sa communication comme ça. Bon, il sait très bien qu'il ne va pas dépasser 1%. Hein. Bon, il a même dit lui-même qu'il n'avait pas envie d'être président de la République. Hein. Ouais. Il l'a dit. Ouais. Il a dit quelque chose à Fillon, il disait que
Il avait pris l'argent de l'État pour le mettre pour sa famille. Et Fillon lui a promis de lui foutre un procès. Je vais vous foutre un procès, il lui a dit. Non, mais il a dit autre chose. Nous n'avons pas les parlementaires, là, comment on appelle ça? Pour les travailleurs, on n'est pas... Ah oui, je sais. Non, je vais te dire. C'était à Marine Le Pen. Il était en train de parler et Marine l'a interrompu. Et Poutou lui a rétorqué, oui, mais vous vous cachez derrière votre immunité parlementaire. Voilà, mais nous, les travailleurs, quand on est convoqué à la police, on y va parce qu'on n'a pas d'immunité ouvrière. Non, c'est vrai qu'il n'avait rien à... Donc, il n'avait pas besoin d'être politiquement correct. Absolument il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà. Et alors, toujours de ce côté, entre guillemets, des grandes gueules, Mélenchon, son score ne fait que monter, là, encore. Hein. C'est un bon débatteur. Ouais. C'est un bon débatteur. Il n'arrive pas à me convaincre. Va-t-il réussir à la Est-ce qu'il arrivera à 3e place, à votre avis? Parce qu'aujourd'hui, c'est qui? C'est Marine Le Pen, non, Macron, Marine Le Pen, Fillon. Non, dans l'ordre, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, Macron, Fillon. Ah bon? Marine Le Pen est repassée devant. Mais oui, tu sais, ça se joue à un demi-point. Également. Enfin, celui de ce matin, c'est Macron à nouveau. Ah bon? Macron à nouveau, bon. Non, mais bon, la 3e place, ça sert à rien. Hein. Voilà. Oui. Comme je l'ai dit, c'est pas comme un podium sportif. Oui. Il n'y a pas 3 places. Ça sert à dire pour qui on va voter au 2e tour. Oui. Et là, c'est important. C'est un peu comme Bayrou, qui était arrivé 3e en 2007, et qui avait dit « Je ne choisis pas contre Sarkozy et Ségolène Royal. Et qui, par contre, était arrivé un peu plus loin en 2012 et qui avait choisi François Hollande. Non, mais ça ne sert à rien d'arriver 3e. Et puis, il faut se méfier aussi des... plus que jamais, hein. Donc je le dis, mais je ne devrais pas le dire. Il faut se méfier des sondages, va-t-il dire Non, mais je l'ai toujours dit, les sondages d'intention de vote au premier tour, c'est très compliqué. Quand il y a autant de candidats, c'est très compliqué. Et il y a une marge d'erreur, tu peux rappeler de 5 points. 5 points, c'est-à-dire que quand on vous dit il va faire 20, il peut faire 15 ou 25. Tu imagines le décalage, il est considérable. Donc quand les gens sont à 0,5 points, par contre pour le 2e tour, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a que 2 candidats. Et là, on a des choses beaucoup plus fiables. Mais aujourd'hui, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui fait 10 points et quelqu'un qui fait 26 points. C'est clair que celui qui fait 10 points, il peut pas rattraper. Ben oui, parce que alors souvent ça fait rigoler parce qu'ils disent ah ouais mais vous avez une marge d'erreur, je peux faire 15. On lui rappelle qu'il peut faire 5 aussi. Oui. Mais on dit que la droite, dans ce cas-là. On dit que Fillon, la droite a une réserve, même si les gens sont fâchés contre lui. Hein. Mais on dit quand même que les gens de droite... Un score caché. Un score caché, une réserve de voix. Ouais. Tout le monde a des réserves de voix. Tout le monde a des réserves, je pense aussi. Même Hamon, parce que lui, là, il est en train de se diluer. Même Hamon a des réserves, mais ce sont de faibles réserves. Ouais. Oui, il est en train de descendre, siphonné par Mélenchon notamment. Notamment par Macron aussi. Hein. Mais lorsque justement Hamon demandait à faire alliance avec Mélenchon, je pense que dans sa tête, il estimait être celui qui devait être le premier. Mélenchon a estimé la même chose. Mais, ça va de soi. Mais si on faisait attention au score qu'ils faisaient tous les deux à l'époque, Mélenchon était déjà... Non, c'est à supposer, et les choses ne sont jamais mathématiques quand même, mais à supposer qu'elles le soient. Mélenchon plus Hamon, ça fait un candidat au 2e tour. Oui. C'était ça. Oui. Que ce soit Mélenchon tête de liste, on va dire, ou Benoît Hamon tête de liste, aucun des deux n'allait laisser la tête à l'autre, surtout pas Mélenchon. Ouais. Donc je rappelle que l'ego est quand même assez démesuré. Mais n'empêche, c'est un sacré débatteur, Mélenchon. Quand il dit foutez-moi la paix avec vos histoires de religion. Non, mais quelqu'un comme Mélenchon et même un peu comme Macron, ce sont des gens qui sont surpris d'être là, à mon avis. Un peu moins Macron, parce que je pense qu'il l'avait un peu préparé, et puis bon, les études lui avaient montré qu'il y avait une vraie volonté d'une partie importante de l'opinion, qui doit être de 30%,
de de changer, dégagisme, de changer. Ouais, comme vraiment, dit Mélenchon. quel que soit ce que tu vas faire, mon petit, fous-les en l'air et puis après on verra. De toute façon, une fois que tu seras président, on ne s'intéressera plus à toi. Parce que la politique, grosso modo, ça nous énerve. Bon, mais leur problématique à tous les deux, c'est que après, les gens vont rentrer chez eux et ils vont vouloir que le système continue à fonctionner. Or, il faut que les gens qui nous écoutent le sachent. Le système aujourd'hui, ce sont les gens qui ont été au pouvoir au cours des 30 dernières années qui l'ont mis en place. Ça veut dire que sur les postes de décision les plus importants, alors on a beau dire que les fonctionnaires, ce n'est pas des gens qui sont versatiles, ils font leur métier et c'est vrai. Mais bon, ils ont quand même des opinions, ces gens-là. Bien sûr. Alors, effectivement, ils ne vont pas changer leur façon de faire leur métier en fonction de celui qui va être au pouvoir. Mais si celui qui arrive au pouvoir ne les connaît pas, n'a pas de lien avec eux, n'a pas de réseau avec eux, ça va être difficile. Ça va être très, très, très compliqué. Aux États-Unis, quand vous arrivez au pouvoir, vous virez tous les gens, y compris les fonctionnaires, hein, Bien sûr. et puis vous les remplacez. Alors, il y a une mauvaise nouvelle pour Trump, c'est que Trump ne le savait pas. Trump, c'est un peu Macron ou Mélenchon. Il ne le savait pas. Il n'a pas l'habitude. Et il doit, sur les milliers de personnes qu'il doit remplacer, à l'heure qu'il est, donc pratiquement 2 mois plus tard, il n'a remplacé que 30% des gens. Il a encore 70% des gens qui font partie des équipes d'Obama. Alors vous imaginez bien que chaque fois qu'ils peuvent lui glisser une peau de banane, ils vont le faire. Donc ce qui risque d'arriver à Macron et à Mélenchon, Marine Le Pen, c'est pire. Je veux dire, Marine Le Pen, alors là, à mon avis, elle va... D'ailleurs, elle a menacé, vous vous souvenez, elle a menacé les fonctionnaires. Ouais. Elle leur a dit... il y en a beaucoup en plus qui votent pour elle, cependant. Hein. Oui, bon, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ouais. Mais elle a menacé les fonctionnaires, elle a menacé les juges en disant, bon, attendez, je note que vous êtes contre moi, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il y a eu une levée de bouclier considérable là-dessus. Voilà ce que les Martiniquais doivent savoir. Okay. Bon. Alors, si en plus le mec il est noir, il aura des soucis. La double peine. Il aura une double peine. Donc la problématique elle est là. La problématique elle est là. C'est les gens veulent changer le système, ok, et ils pensent que changer le système c'est changer ceux qui le représentent, ceux qui sont en haut. Non, c'est pas vrai. Le système il est lourd, il est pesant. Et ce n'est pas le président de la République ni le ministre qui le gère. C'est les directeurs de cabinet, c'est les directeurs d'administration centrale, ce sont les gens qui sont dans les préfectures, ce sont les gens qui sont dans les directions décentralisées. C'est ces gens-là qui font tourner le système. Déjà, le ministre de l'Éducation nationale à l'époque avait dit que l'éducation nationale, c'était déjà un mammouth. Ah oui, juste ça. Claude Allègre. Alors, Claude Allègre. Voir tous les services de l'État. Vous l'avez dégraissé le mammouth. Voilà. Bercy, le ministère des Finances, vous croyez que quand vous arrivez là, c'est vous qui faites la politique? C'est un super mammouth, celui-là. On a déjà vu des ministres désespérés. Hein. À telle enseigne qu'il n'y a pas si longtemps, à Bercy, il y avait 5 ministres. Oui, tout à fait. 5 ministres. Ouais. Avec ça. Commerce extérieur, budget, quand Montebourg était là. Voilà, donc, et puis il y a toujours une césure entre le ministère de l'économie et le ministère des Finances. Bon, là, ils ont tout, budget. Voilà, ils ont tout regroupé. Mais non, le système français est très très complexe. Et c'est pas l'arrivée d'un nouvel individu qui va changer les choses dans le fonctionnement du système. Par contre, un nouvel individu peut faire passer et mettre en pratique de nouvelles idées, mais le système ne va pas changer. Hein. Alors justement, quand Mélenchon parle de 6e République, qu'est-ce qu'il entend par ça? Qu'est-ce qu'il veut véritablement changer avec sa 6e République? Il veut déjà changer la Constitution. D'accord. Parce qu'il trouve que la Constitution est trop monarchique, on va dire. Il ne faut pas oublier que la Constitution de 58, sous laquelle nous sommes toujours, a été rédigée par Michel Debré pour le général de Gaulle. Ouais, c'est un système présidentiel. C'est un système présidentiel. C'était fait pour de Gaulle. Ouais. D'accord? Bon. Et le fait de l'avoir réduit de 7 à 5, ça ne l'a pas rendu encore plus présidentiel Plus que jamais. Plus que jamais. D'accord. Ouais. À la rigueur, on n'a plus besoin de Premier ministre avec 5 ans. En fait, c'est ce que Sarkozy voulait faire, peut-être. Oui, sauf que... Ouais, le problème, c'est que 2 fois 7, ça faisait 14.
Oui. La 2 x 5, c'est peut-être plus. Ouais. Et puis, on a toujours besoin d'un Premier ministre parce que c'est lui qui sert de C'est fusible. le fusible, oui. Non, Mélenchon, lui, il veut moderniser les choses et revenir à un système un peu plus parlementaire. Parlementaire. Oui. Donc en fait, c'est le Parlement qui déciderait de virer le Premier ministre ou pas, de nommer les ministres, etc. Il Déjà veut, qui contrôlerait davantage Voilà. le gouvernement. il veut donner plus de représentativité aux différents courants politiques à l'Assemblée en faisant de la proportionnelle. Voilà. Et puis, je crois également qu'il est favorable à une des idées que moi je soutiens très fortement, c'est le fait que les élections, le mode d'élection et puis surtout les règles des élections soient changées, notamment celle du député et celle du sénateur. Non, pas du sénateur, du président de la République, puisque là on dit c'est les deux premiers qui arrivent. Tandis que l'une des choses qui ferait bouger les lignes, c'est de dire c'est plus les deux premiers, c'est celui qui fait plus de 10%. Ouais. Ah oui, là, ça va tout changer. Là. Alors, vous imaginez que si c'est celui qui fait plus de 10%, là, pour l'instant, il y aurait non plus 2 personnes au second tour, il y en aurait 5 pour l'instant. Ouais. Ah oui, Vous imaginez que ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que là, il n'y aurait pas des gens qui commenceraient à faire en coulisses toutes sortes de magouilles. Puisque deux qui? Il y en a qui disent 2, Marine Le Pen, c'est sûr. Mais déjà en disant Marine Le Pen, vous éliminez un certain nombre de gens. Ouais. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 personnes. Comme deuxième. Il ne peut pas avoir 2 personnes comme Marine Le Pen au deuxième tour. Oui, c'est ça. Vous imaginez Marine Le Pen et Asselineau, par exemple, au deuxième tour. Tous les Français fuient en Suisse. Ou bien ils viennent. Ou Jean Lassalle. Alors lui, le BOG, là, comment vous avez trouvé Le ça? bâton de berger. Ah, mais il est marrant, lui. Il est marrant. J'adore sa voix et son accent. Ouais. Un peu rocailleux, un peu de millier, là, comme ça. Là. Mais il avait fait une grève de la faim qui a longue, et qui a porté ses fruits. Oui. Parce que je crois qu'on voulait détruire 150 emplois dans son département, il avait réussi. Ce qui est triste dans cette élection, en fait, on va dire cette campagne électorale, c'est que les gens qui sont a priori censés représenter des idées et puis être capables d'être des hommes d'État, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Et tu as toute une série de mecs qui viennent là pour... Tu fais de la pub. C'est de la pub. Non, mais en même temps, c'est une espèce d'insulte, quoi. Moi, je considère que c'est une espèce d'insulte, quoi. Tu peux pas venir à une élection présidentielle en disant que tu sais que tu ne seras pas élu, quoi. Et qui saura venir faire là? Il profite de l'antenne. Mais pour faire qui ça? Ben, pour faire connaître. Se faire connaître. Mais il y a il y a des gens qui vont voter pour toi. Oui. Mais les gens, en votant pour toi, ils feront peut-être arriver au pouvoir quelqu'un qui sera catastrophique. C'est ce qui s'est passé en 2002. Il y a toute une série de rigolos là qui sont arrivés à la campagne. Les gens ont voté pour eux. Ils ont oublié de voter pour des gens sérieux. Et puis Le Pen était au deuxième tour. Ouais. Et puis après, tout le monde était capléré. Ouais. Mais pour qui d'autre capléré? Ils ont allé voter X, Y et puis Et Z. puis Chirac passait à 83%. Ouais. Comme ça. Et puis des moules. Donc, je pense notamment aux gens de gauche. Zotke voté X, Y. Je ne vais pas donner de nom, puisque tout le monde a le droit de se présenter. Zotke voté X, Y et puis Z. Et puis, il y a un truc qui est terrible. Les gens disent il y aura un deuxième tour. Sur lequel ils se basent sur quoi pour dire qu'il y aura un deuxième tour? Si Marine Le Pen fait 50,89, Elle passe au premier tour. elle est élue au Bien sûr. premier tour. Bien sûr. Moi, je veux voir la gueule des Martiniquais devant leur télévision avec Marine Le Pen élue au premier tour. Non, mais c'est 50 de quoi? Des inscrits ou des votants? C'est 50% des suffrages exprimés. Des suffrages Merci exprimés. beaucoup. Des votants. Merci Des beaucoup. votants. Merci beaucoup. Au revoir. 50% plus une voix. Plus une voix. OK? Ouais. 50% plus une Plus voix une voix. des suffrages exprimés. Tu passes au premier tour fier. Ouais. Merci beaucoup. Personne ne peut pas Au dévoiler. revoir. Ouais. Personne Alors, ne peut pas dévoiler. Kimoun, parce que entre 26% et 50%, il n'y a que 24. Hein. Il y a 35% de gens qui n'ont pas dit pour qui ils veulent voter. Ouais. Voilà. Ils sont encore indécis. Donc, Non, mais- songez comment disent ça là, que au lieu tout le monde allait voter X, Y, Z,
pour des gens qui t'ont déjà dit. Non, c'est dingue, quoi. Tu vas voter pour quelqu'un qui t'a dit, de toute façon, frère, on peut voter pour moi, mais mon père est président de la République. Et puis, même si mon président de la République, mon père est allé, parce que mon père aimait ça. Vous imaginez un candidat de cette nature à une municipale? Ouais. Il y a qu'à foutre M. Dewa. Il a dit, attends, on va finir par les banous là, alors ou pas l'être maire, alors. Et ça aura envie du faire. Je vais vous raconter une anecdote qui est intéressante. J'ai un candidat qui vient me voir et qui me dit, je souhaiterais avoir des conseils pour aller aux élections. Et je lui dis, ok, on y va. Il me dit, mais non, on n'y va pas là. J'ai dit, mais oui, on y va. On fait un test tout de suite. Alors, il me dit, on fait le test tout de suite? Oui. Je lui ai dit, vous êtes prêts? On y va. C'est dimanche soir, vous êtes élu. Vous regardez, il me dit, mais arrêtez de faire la fête. Vous regardez, mais là, arrêtez de faire la fête. Il m'a dit, où c'est les candidats? Moi, tout qu'on gagne, vous regardez, mais arrêtez de faire la fête. Donc, on ne peut pas même imaginer. A-t-il été candidat? Oui, il a été candidat. A-t-il été élu? Non, il n'a pas été élu. Parce qu'il ne voulait pas être élu. Non, mais c'est vrai, les gens utilisent ça comme un podium, quoi. Enfin, même dans les primaires. Il y a des gens qui se sont fait connaître là lors des primaires, que ce soit les primaires de la droite ou de la gauche même. Non, mais les gens ont le droit. Les gens ont le droit. Voilà. Mais moi, je parle aux citoyens. Je dis aux citoyens, c'est pas une kermesse. Hein. C'est pas une kermesse. Ouais. C'est-à-dire que quand vous allez voter pour on dit de manière très péjorative, à mon avis, les petits. Ouais. Ok, allez-y, distribuez vos trucs aux petits. Par contre, en distribuant vos trucs aux petits, vous savez que vous pouvez faire élire dès le premier tour Marine Le Pen. Hein. Dès le premier tour. Pas oublier ça. Hein. Voilà, vous, c'est pas langue cabrit. Ah ben, continuez. Continuez. Mais on arrive à la fin de l'émission. Pour une fois, on a pu parler de tous les sujets qui étaient inscrits plus ou moins, plus d'autres. Mais oui, on avait 2 bavards en moins. Ça, c'est pour qu'ils écoutent. Ils doivent s'ennuyer. Pour qu'ils écoutent et qu'ils nous regardent. Que je dis ils doivent s'ennuyer. Ah là là, enfin. En tout cas, merci beaucoup, Daniel. Mais il n'y a pas de problème, Mano. Oui. C'est toujours un plaisir. Alors, on rappelle Hervé, s'il te plaît, donc le progressiste, Daniel, le rédacteur en chef du progressiste. On met ça en ligne pour que les gens voient bien. Il faut se le procurer, il est déjà en kiosque. Ah, ben, depuis hier. Il est en kiosque ou c'est les gens qui vendent? Non, hélas, excuse-moi, Eddy. Oui. Il n'y a pratiquement plus de militants qui vendent les journaux. Même pas voir les coller des affiches. Si Michel était là, il dirait la même chose pour Justice. Ouais. On n'a plus cela. Donc, on suit les circuits commerciaux. Ouais. On est dans les grandes surfaces. Je rappelle toujours sur la une du journal qu'on est dans 95 points de vente travers l'île. Ah ben oui. Oui. Hein? Bon, je ne dis pas que ça marche toujours très bien, hein. Il y a des endroits où il en manque très vite, il y a des endroits où ça reste là. Et puis, bon, c'est symbolique, un euro. Alors, je signale que depuis que j'ai pris la direction de publication, il y a 10 ans, le prix n'a pas varié. En fait, tu veux un conseil? Oui. Augmente le prix. C'est pas ça qui va faire vendre davantage. Non, augmente le prix, comme ça, au moins, tu auras plus de recettes. J'aurai plus de recettes, ça c'est sûr. Voilà. Parce que ceux qui l'achètent, que tu le mettes à 1 euro, à 2 euros, ils vont l'acheter. Donc, profites-en. Quel tirage? 600. Ce qui est ridicule. On te souhaite de passer à 1000 avant la fin de l'année. Non, ce qui n'est pas ridicule. Non, au contraire. Il y a un ratio de comparaison. Vous devez multiplier le taux, le chiffre Martinique par 150 pour pouvoir le comparer au taux national. C'est vrai. OK. Donc, ton magazine serait vendu à 60 000 ou 80 000 exemplaires, ce qui est considérable. C'est l'équivalent de 80 000 exemplaires en France. Bien. Donc, mais quand je disais que c'est ridicule, c'est qu'effectivement, nous voulons monter à 1000. 1000. Ben écoute, on va vous donner un coup de main. Alors, moi, je veux vous faire une petite citation, puisqu'il y a des gens ici qui disent que le parti d'extrême droite n'est pas raciste. Alors, militant, FN, il s'appelle Johan Genet, il a 19 ans. Et voilà ce qu'il dit. Il est militant FN, hein. Il vient de serrer la main de Marine Le Pen et il dit juste après, je ne suis pas raciste, mais quand je vois nos parents travailler comme des chiens et rester sans rien à la fin du mois pendant que des Arabes sans emploi se baladent avec des iPhones, 3 points de suspension, on ne veut pas être au-dessus des autres, on veut juste l'égalité. Et il dit, ici, on est chez nous. Oui. Voilà.
Donc on peut enlever arabe et mettre noir, et puis c'est même bagarre là. Quoi. Donc vous avez voté c'est mon temps. Continuez à voter bayo. Merci à tous les deux. Passez une excellente semaine et puis on se voit vendredi prochain si Dieu veut. J'espère qu'il n'y aura pas une autre plénière. Hein. Non, absents là. Non, pas 2 semaines de suite quand même. Merci beaucoup. Merci à Hervé qui s'est occupé donc de la réalisation aujourd'hui. Bonne semaine à vous. À bientôt.